Alors dans ce module 3, je vais vous parler des règles picturales du tarot. Vous verrez tout au long de votre apprentissage du tarot que le tarot peut être lu avec de nombreux systèmes. Les règles picturales sont un de ces systèmes. Les règles picturales du tarot, que l'on appelle aussi code de l'imagerie, ne sont pas spécifiques au tarot. On va les retrouver dans de nombreuses œuvres d'art. Elles s'appliquent par exemple à la peinture, à la photographie, au cinéma, au dessin, etc., etc. Avant de vous détailler ces règles, je vais vous montrer comment nous allons pouvoir les déduire en observant les cartes de tarot. Pour cela, intéressons-nous à la carte du mât, notre carte du fou dans le tarot, qui marche sur son chemin, se déplace en allant de gauche à droite. Plaçons ce mât dans l'architecture du tarot en plaçant les cartes 1 à 21 en 3 rangées de 3, en 3 rangées de 7, comme je vous l'ai présenté dans le module sur l'architecture. Nous voyons alors que le mât va nous permettre de déterminer un référentiel temporel. En effet, il se déplace du passé vers le futur, oui, son futur étant son chemin à travers les 21 cartes des arcanes majeures, et c'est ce qui va nous permettre d'en déduire que ce qui est à gauche de la carte du mât représente le passé, et ce qui est à droite représente le futur. Les arcanes majeures, eux, vont nous permettre, à la différence du mât, de déterminer un référentiel spatial. Le bas des cartes, la première rangée représente le monde terrestre avec des personnages humains. Vous voyez là sur toutes les cartes du bas, on peut observer ces personnages. Et le haut, lui, représentera le monde céleste. On voit sur les cartes du haut la présence de différents astres et d'anges. Maintenant, on va développer un peu plus en détail ces règles picturales. Lorsque vous regardez une image ou une carte de tarot, on va considérer que la gauche de l'image peut être associée au passé, mais aussi à un côté introspection, inconscient ou un côté passif. À l'inverse, la droite de l'image va représenter le futur, le côté extraversion, conscient ou le côté actif. Le haut de l'image de tarot représentera le ciel. Donc, comme dans notre placement des arcanes majeures, on avait le ciel en haut, le monde terrestre en bas. Là, c'est pareil, sur la carte de tarot, le haut de l'image représentera le ciel et sera associé donc à un côté spirituel, céleste, divin. Le bas de l'image, quant à lui, correspondra au concret, à la vie matérielle, à la vie terrestre, humaine. Maintenant, ce qu'on va voir sur une image de tarot aura son importance également. La tête, par exemple, ou l'orientation de la tête d'un personnage, ainsi que son regard, va nous parler de son esprit, de ce qui préoccupe le personnage, de ce à quoi il pense. Un regard lointain à droite, par exemple, nous montrera un regard vers le futur, un regard vers les prochains défis. Un regard de face mettra plutôt l'accent sur le moment présent, ou sur la personne qui lit le tarot. Un regard à gauche nous orientera vers le passé ou vers la rumination intérieure. Donc, au-delà de la tête du personnage, le corps du personnage, lui, va nous montrer si le personnage bouge ou non, s'il réalise une action ou non, qu'est-ce que le personnage va faire, qu'est-ce que le personnage ne va pas faire. Donc, par exemple, une position assise indiquera un personnage attentif au moment présent, dans un flow plutôt passif. Une position en marche montrera un mouvement, un processus en action. Une position couchée va indiquer plutôt une méditation, un repos, un arrêt, une paralysie ou encore une capitulation. Des bras croisés sur un personnage pourront montrer un blocage, un centrage sur soi, de l'autosatisfaction. Et à l'inverse, des bras ou des jambes ouvertes montreront une ouverture à l'autre, qui pourrait même dénoter, dans le cas des jambes, une ouverture sexuelle. Donc décoder le tarot implique de prendre en compte d'autres éléments encore. La carte, vous allez voir, comporte également des couleurs. Certaines cartes comporteront beaucoup de couleurs, d'autres auront une couleur très prédominante. Donc, je vous ai mis à disposition dans la formation un PDF sur le code des couleurs. Vous le retrouverez associé en tant que ressource au module spécifique à la symbolique des couleurs. Les couleurs vont être une indication précieuse pour donner la dominante de la carte. Par exemple, le rouge pourra symboliser l'action, la volonté, le potentiel de réalisation de ce qui occupe les pensées du personnage s'il y a un personnage.
mais nous verrons ça plus en détail dans le module concernant les couleurs. Une dernière chose à laquelle on ne pense pas souvent est la ligne directrice d'une image, le point de fuite. Il peut être intéressant d'observer vers quoi ou vers quelle carte tendent ces lignes. Revenons à notre code de l'imagerie qui est le but de ce module. Donc maintenant que vous savez à quoi correspond ce code, nous allons voir ensemble quelques exemples pratiques d'interprétation d'arcanes majeures avec ce code de l'imagerie. Prenons l'exemple de la papesse pour commencer. La papesse est assise. Elle est donc passive. Elle est immobile, elle ne réalise aucune action. Elle regarde vers la gauche, donc par déduction vers le passé ou vers l'intérieur. Elle rumine des choses, elle approfondit des choses, elle pense toujours au passé. On pourrait dire que son esprit est passif, elle garde ses pensées vers l'intérieur, elle médite. Sur le haut de la carte, on peut voir qu'elle est couronnée. Donc sa couronne touche le haut de la carte. On peut en déduire qu'elle est donc en lien, en connexion avec le monde céleste, avec quelque chose de plus grand qu'elle. Et elle reçoit des informations de ce monde-là de façon intuitive. Donc ça, ce sont des déductions que l'on peut faire rien qu'en observant la carte et en mettant en lien le personnage de cette carte avec les codes de l'imagerie. On passe maintenant à un autre exemple avec l'empereur. Alors l'empereur, lui, est totalement tourné vers la gauche. Et nous l'avons vu, la gauche symbolise le passé. Donc l'empereur ici, fort de son expérience passée, réfléchit dans une idée de construction et de solidification de défis. Pourquoi ? Parce qu'on voit cette idée de construction avec sa base solide. Si on regarde le bas de la carte, on voit avec les pieds de l'empereur qu'il a un pied à terre et un pied adossé à son bouclier. Le bas de la carte représentera le monde matériel et concret, nous l'avons vu. Donc on peut dire avec ça que l'empereur représente la concrétisation, la solidification des actions ou des projets mis en place. Par ailleurs, les pieds de l'empereur sont rouges, sur mon exemple, mais les jambes sont bleues, ce qui peut nous donner l'indication que l'empereur ne va pas forcément construire que des choses matérielles, mais il peut aussi construire du spirituel ou une vie sentimentale. Ça, vous le comprendrez quand nous aurons étudié la symbolique des couleurs. Passons maintenant à l'exemple de l'impératrice. L'impératrice est assise, donc pas encore en action, tout comme la papesse. Par contre, contrairement à la papesse, la différence de l'impératrice est que sa tête est tournée vers la droite. Elle pense au futur, elle fait donc des projets. Elle est orientée vers l'actif, donc elle planifie des choses, et on voit que ses yeux sont tournés vers le futur, donc on peut en déduire que c'est là qu'elle veut aller. Elle veut que ses pensées, ses projets se réalisent dans le futur. Regardez maintenant ses jambes. Les jambes de l'impératrice sont écartées, donc on peut en conclure que c'est une personne avec une ouverture aux autres, voire même une ouverture sexuelle. Elle a une vie sexuelle. Regardez au niveau du bas de la carte, on voit que sa robe ici se soulève. Dans d'autres cartes du tarot, on voit très souvent un pied qui commence à sortir. On a donc ici un début d'action dans le monde concret, vous voyez, avec ce pied qui sort. C'est très léger, mais le bout de son pied montre que ses projets sont en train de se concrétiser, ou en tout cas qu'elle met toute son énergie à la concrétisation de son projet. On poursuit avec l'ermite et ses règles picturales. Donc l'ermite, lui, est actif. On voit qu'il bouge, il n'est pas assis. Par contre, il est actif vers la gauche, puisqu'il marche vers la gauche. Et donc il est actif vers le passé, vers l'introspection, vers le passif. Être actif vers le passif, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Eh bien, ça peut vouloir dire qu'il prend son temps, qu'il pose des gestes qui sont posés, réfléchis. Il agit dans le calme, en se basant sur son expérience passée. Il marche à reculons, il est dans la lenteur, ses yeux sont aussi vers la gauche, donc tout son esprit va vers le passé. Il pense à ce qui est déjà arrivé, il approfondit ses expériences. Son esprit est tourné vers l'introspection, donc on aura un personnage qui est plutôt solitaire. Si on regarde maintenant notre arcane sans nom, qu'on appelle aussi la mort, dans le tarot Rider-Waite-Smith, donc lui, notre arcane sans nom, il va résolument vers la droite, comparé à l'ermite. Il va vers la droite comme notre mât, il est debout, il est actif, mais contrairement à l'ermite qui opère une action lente, avec l'arcane sans nom, l'action est rapide.
Pourquoi est-ce qu'on peut dire que son action est rapide? Parce que son corps et sa tête, tout son être est orienté vers la droite. Ses bras et ses jambes ont un mouvement vers la droite, vers l'activité, vers le futur. Il marche vers le futur et il laisse le passé derrière lui. Tout ce qui est mort, on doit en faire le deuil avec l'arcane sans nom. Tout va vers le futur. Comme il présente son dos au passé et que ses membres sont actifs vers le futur, on peut dire que l'arcane sans nom est dans une dynamique de transformation des choses. Il laisse son passé et il cherche le nouveau du futur. On voit aussi que sur cette carte, toutes les représentations sont situées dans la partie basse de la carte. L'action est située dans la partie basse. Ce qui veut dire ici que les transformations, les deuils, les actions à faire sont des choses très concrètes, très matérielles. C'est un deuil physique des choses dont on parle ici. On est dans une transformation de la vie quotidienne. On n'est pas ici dans une coupure spirituelle, par exemple. Passons maintenant à la justice. On va regarder notre justice avec les règles picturales. Donc, la justice est assise. Il y a un côté passif chez elle. Par contre, vous voyez qu'elle possède deux symboles qui lui donnent une activité. Elle possède le symbole de l'épée et le symbole de la balance. Elle a donc la capacité de trancher avec son épée, de prendre une décision, mais ce n'est pas elle qui va exécuter la décision puisqu'elle est passive. Vous voyez? Il y a ici un pouvoir passif, mais le pouvoir sera appliqué par d'autres. La justice nous regarde directement de face. Il y a un parfait équilibre entre le passé et le futur, entre la réflexion et l'action, et cet équilibre se retrouve sur la carte par la symétrie. Vous voyez sur la carte que presque tout est symétrique. Sa couronne montre que la justice représente aussi la justice divine, la loi karmique, pas que la justice terrestre. On passe maintenant au pendu. Le corps du pendu est complètement immobile. Il est attaché par les pieds. Vous voyez que ses mains sont dans son dos. Attachées ou non, ça on ne sait pas, on peut le supposer. Mais en tout cas, quand on regarde sur l'image, on voit qu'il n'a pas l'usage de ses membres. Donc avec le pendu, on est vraiment dans l'immobilité ici. Il y a une notion de stagnation, une notion que rien ne bouge. Alors si le pendu met délibérément ses mains dans le dos, c'est qu'il refuse de faire quelque chose ou alors qu'il fait preuve d'abnégation, c'est-à-dire qu'il s'oublie, il laisse de côté ses propres intérêts pour le bénéfice des autres de quelque chose. Avec la présence du lien à ses pieds, on va symboliser ici l'attachement à quelque chose, à une personne, à une cause, peut-être, puisque le lien est de type divin. Et donc je dis qu'il est de type divin parce que il est situé sur le haut de la carte, vers le haut. Et c'est donc un lien qui en valait la peine. La tête du pendu, elle est renversée, donc il y a ici une volonté de regarder les choses sous un autre angle. On a aussi sur cette carte une forte idée de moment présent. Car si vous regardez côté gauche qui représente le passé et du côté droit qui représente le futur, on a ces deux branches coupées qui forment comme un cadre, une barrière vers le passé ou le futur. De plus, le regard du pendu est bien porté vers nous. On met donc vraiment ici, avec la carte du pendu, l'accent sur le présent. Alors passons à un autre exemple avec le chariot. Le chariot du tarot présente un corps debout dans un véhicule tiré par deux chevaux. Donc nous avons ici une carte très active, avec un corps en mouvement rapide. Quand vous avez dans le tarot une carte dont les choses bougent, cela montre une évolution, une progression, une activation des éléments, un transport d'un point A vers un point B. Ici sur la carte, toute la structure est appuyée vers le bas de la carte. Cela nous montre que les actions sont concrètes, tournées vers la vie matérielle. La ligne du spirituel et du divin est masquée par un voile. Dans cette carte-là, le personnage n'est pas en mesure de voir le ciel, il n'est pas en mesure de voir le divin. Le personnage n'attend donc pas une aide providentielle, mais ne peut compter que sur lui ou ne veut compter que sur lui. Alors on va faire un dernier exemple avec la carte de la lune et après ce sera à vous de travailler au travers de vos exercices. Donc la lune est un peu particulière dans le tarot puisqu'aucun personnage humain n'apparaît sur cette carte. On y voit par contre des animaux et un astre. Donc, quel peut être le message derrière ça? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de personnage humain? Eh bien la lune n'a rien à voir avec le monde rationnel, n'a rien à voir avec la logique. Par contre, elle a quelque chose à voir avec les animaux. Et dans le Moyen-Âge, les animaux symbolisaient les instincts. Donc ne pas avoir dessiné d'être humain
sur cette carte nous amène à comprendre que la carte représente peut-être les émotions, le ressenti, les instincts, l'intuition. On a également la notion d'introversion, avec le visage de la lune qui est tourné vers la gauche, donc vers le passé, vers l'introversion. Donc la lune nous parle souvent de quelque chose qui revient du passé, de la culture, des racines, de l'enfance, des vies antérieures aussi. Au niveau des deux tours, on voit que le toit de la tour est ouvert à gauche et de l'autre côté à droite, il est fermé. Cela montre que le monde intérieur est ouvert, peut s'exprimer, peut émerger et le passé peut revenir du côté gauche. C'est donc une bonne carte pour les artistes par exemple. Avec la tour de droite fermée, le futur est fermé. Cela montre que les choses mijotent, ne sont pas prêtes encore à sortir, elles sont encore en gestation. Vous voyez, ce côté ouvert d'un côté, côté passé, et fermé de l'autre côté, côté futur. Les choses sont encore dans l'obscurité. Le futur est pour le moment clos, et la tour sera ouverte, mais il faut attendre encore. On ne peut qu'imaginer ce qui va arriver dans le futur. Une dernière chose sur cette carte qui est très très intéressante à observer, c'est le bassin d'eau présent sur la partie basse, donc sur la partie matérielle de la carte. L'eau symbolise les émotions. On est du côté concret dans la vie matérielle. On a donc ici quelque chose qui se prépare dans le monde émotionnel et qui va avoir un impact sur le monde matériel. Donc, vous avez pu voir ici que simplement en appliquant les règles picturales et en observant la carte, vous pouvez déjà comprendre beaucoup de choses. Vous pouvez déjà comprendre l'essence de la carte que vous avez dans votre tirage, sans même encore avoir ouvert un manuel. Alors, je vois bien venir la question que vous allez me poser. Qu'est-ce qu'il en est des jeux qui ne respectent pas les règles picturales? Parce qu'il y en a des jeux qui ne respectent pas les règles picturales. Eh bien, vous allez voir que certains jeux de tarot ne représentent pas les arcanes selon les règles picturales classiques. On va pouvoir voir la mort qui se dirige vers la gauche, on va pouvoir voir un ermite qui est dirigé vers la droite. Il y a même certains jeux qui réadaptent le tarot de façon très artistique, avec des illustrations qui peuvent être abstraites, des personnages qui peuvent être représentés par des animaux par exemple, ou alors d'autres éléments. Alors comment interpréter ces cartes? Comment faire dans ce cas-là? Est-ce qu'on utilise la symbolique traditionnelle sans tenir compte de l'image? Ou est-ce qu'on utilise les règles picturales en interprétant l'image, l'arcane de façon différente? Ou est-ce que tout simplement on décide de ne pas utiliser les règles picturales pour comprendre la carte? Eh bien, les trois réponses sont bonnes pour moi et votre tirage sera cohérent dans les trois cas. Parce qu'en fait, ce qui est important dans la lecture de tarot, c'est de bien faire le point avant de démarrer votre tirage sur la méthode et sur les clés que vous allez utiliser pour interpréter les cartes. C'est pas quelque chose qui se fait après, une fois qu'on a étendu nos cartes, on se dit bon, alors attends, qu'est-ce que je fais? Non, c'est un peu comme quand on décide ou non d'utiliser les cartes renversées. Vous faites ça au début de votre pratique. Avant de mélanger les cartes, avant de les disposer, vous allez vous dire est-ce que j'utilise les cartes renversées ou non? Est-ce que j'utilise le code de l'imagerie? Comment est-ce que j'utilise le code de l'imagerie classique? Est-ce que j'utilise la symbolique traditionnelle des cartes que je connais? Est-ce que je peux mélanger un peu tout ça? Donc ça, c'est à vous de voir. Et une fois décidé, vous vous tenez à votre système de lecture. Vous faites ça avant, vous choisissez un système de lecture, vous tirez votre carte et après vous lisez, vous interprétez les cartes selon votre système. Mais il ne faut pas changer en route, sinon vous n'allez jamais obtenir quelque chose de cohérent.